Bonjour, je m'appelle Myriam et je suis une chercheuse postdoctorale en diabète et en nutrition à l'Université Stanford. Bonjour, moi c'est Olivier et je suis étudiant au doctorat en sciences de l'activité physique à l'Université de Montréal. Bienvenue à Santé sans détour, un balado et une initiative qui a pour but d'ouvrir une conversation et une discussion entre les membres du public et nos chercheuses et chercheurs du réseau. Ce mois-ci, nous plongeons avec Estelle Scalzo et la docteure Anne-Marie Turcotte-Tremblay, une professeure en santé publique et communautaire à l'Université Laval, et la docteure Lise Gopin, professeure au département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal, dans un sujet qui nous concerne tous, qui est l'impact des écrans sur la santé des jeunes. En effet, nous sommes de plus en plus connectés, de plus en plus sur nos cellulaires, ordinateurs, télévisions et consoles de jeux, et cette tendance ne semble pas ralentir. Dans cet épisode, nous allons aborder différents sujets incluant les recommandations canadiennes actuelles sur l'utilisation des écrans chez les adolescents et les effets du temps d'écran sur la santé mentale, le sommeil et la performance scolaire. Nos invités abordent aussi le risque de dépendance des écrans et ce que la littérature scientifique nous dit à l'heure actuelle sur le sujet, ainsi que quelques stratégies qui peuvent aider les jeunes à mieux gérer leur utilisation des écrans. Rejoignez-nous alors que nous explorons ces questions avec nos invités pour répondre à vos questions et vous offrir des conseils pratiques. Et c'est parti. Bienvenue à Santé sans détour, un balado et une initiative qui a pour but d'ouvrir une conversation et une discussion entre les membres du public et nos chercheurs-chercheuses. Donc, je vais commencer par remercier nos invités d'aujourd'hui pour avoir accepté notre invitation. Et je pense qu'on est quand même plein à se questionner sur l'impact et les effets des écrans sur nos jeunes et éventuellement les adultes aussi. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation pour participer à ce balado. Donc, je m'appelle Anne-Marie Turcotte-Tremblay et je suis professeure en santé publique et communautaire à l'Université Laval. Je suis aussi chercheuse au Centre de recherche Vitam, qui est un centre de recherche sur la santé durable. Et je co-dirige une étude qui s'appelle Compass, qui vise en fait là, à mieux comprendre les réalités des adolescents. Donc, chaque année, on mène des enquêtes là, annuelles dans les écoles secondaires à travers le Québec pour mieux comprendre et mieux rendre compte là, de la perception des jeunes, de leurs habitudes de vie et de leur état de santé. Donc, dans les dernières années, là, on s'est beaucoup intéressé à l'utilisation des écrans chez les jeunes, notamment là, en raison de la stratégie nationale sur l'utilisation des écrans. Donc, on a ajouté là, plusieurs questions en lien avec l'utilisation des écrans chez les jeunes. Je suis aussi là, la maman de deux jeunes enfants, donc de 6 ans et de 8 ans, ce qui fait en sorte que je suis confrontée quotidiennement là, aux défis des écrans et à la gestion des écrans dans ma vie personnelle. Donc, ça fait en sorte que ces expériences-là, évidemment, viennent nourrir là, ma pratique comme chercheur. Bonjour toutes et tous. Merci, moi aussi je suis très choyée d'être ici et surtout d'avoir été sélectionnée pour ce sujet précisément. En fait, moi je suis étudiante pour devenir enseignante au primaire. Donc c'est sûr que c'est vrai que les écrans s'accentuent au secondaire, à l'adolescence, jeune adulte, mais je vois quand même beaucoup la prémisse au primaire. Donc, je suis vraiment confrontée à beaucoup d'addictions, en tout cas selon ma conception de ce qui est une addiction, très tôt, trop tôt. Ça prend beaucoup d'espace dans la vie des cocos, des jeunes. J'essaie de mobiliser le plus d'informations possible pour être une enseignante engagée, puis peut-être être une espèce de phare parmi tout ce virtuel. Donc voilà. Puis accessoirement aussi maman de 3 enfants. 3 ans, 9 ans et 11 ans et je résiste, ils n'ont pas de cellulaire. c'est vrai que ça semble évident, mais pour les deux plus vieux, il y en a énormément autour qui en ont. Mais c'est un combat de tous les jours, c'est vraiment très prenant. Donc ça va me faire plaisir de partager avec deux grandes expertes en la matière, vraiment honorée. Alors bonjour, moi je m'appelle Lise Gauvin, je suis professeure au département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique à l'Université de Montréal et je suis chercheur affiliée au centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, donc le CRCHUM.
Euh, de façon intéressante, moi, j'ai été formée en sciences de l'activité physique et contrairement à mes collègues qui sont autour de l'écran aujourd'hui, j'ai été élevée à un moment où des écrans, on en avait seulement une sorte, là. Ça s'appelait des télévisions et souvent les télévisions étaient en noir et blanc. Il y avait seulement 4 postes auxquels on pouvait avoir accès. Alors, j'ai vu l'évolution de ça depuis le moment où on était très surpris de pouvoir avoir un téléphone dans une automobile, ensuite de multiplier les écrans et les jeux vidéo et ainsi de suite. Et mes enfants sont adultes maintenant, mais j'enseigne à plusieurs jeunes adultes dans le cadre de mes fonctions de professeur et je vois une transformation parfois positive et parfois moins positive sur l'utilisation des outils qui sont numériques et l'utilisation des écrans. Donc, je m'intéresse beaucoup à ça et surtout en lien avec la sédentarité et l'activité physique. C'est quelque chose qui attire mon attention du point de vue de chercheuse. Voilà. Merveilleux. Oui, je pourrais peut-être débuter par avec une question qui pourrait être une forme d'assise là, sur qu'est-ce qui se passe actuellement. Donc, ce serait quoi, si on veut se mettre tous et toutes au même niveau, les recommandations ici au Canada actuelles en lien avec l'utilisation des écrans chez nos jeunes? Oui, donc je peux répondre à la question. Donc, au Canada, il y a ce qu'on appelle là, les directives canadiennes en matière de mouvement sur une période de 24 heures. Ce sont des directives là, qui sont disponibles pour la tranche d'âge, donc de 5 ans à 17 ans. Et ces directives-là, en fait, sont intéressantes parce qu'elles permettent vraiment d'avoir une vision intégrée des différents comportements de mouvement. Donc, ça cible autant l'activité physique, le sommeil que la sédentarité. Et à l'intérieur de ce cadre-là, en fait, l'utilisation des écrans est considérée comme étant un comportement sédentaire. Donc, les directives, en fait, stipulent que les jeunes ne devraient pas faire plus de 2 heures de temps d'écran récréatif par jour. Ils devraient faire au moins 60 minutes là, d'activité physique modérée ou intense par jour et avoir au moins, là, au moins 8 heures ou 9 heures là, de temps de sommeil par nuit en fonction là, de la tranche d'âge. Donc, ça permet autant là, de cibler la sédentarité que l'activité physique. Donc, il y a ces recommandations-là qui existent, mais on voit là, que pour le temps d'écran, en fait, c'est une limite de temps là, qui est visée pour le temps d'écran récréatif. Mais il y a maintenant aussi des organisations qui vont aller au-delà de juste une limite de temps et qui vont davantage recommander qu'on analyse plutôt la situation en termes du contexte d'utilisation, du type d'utilisation et aussi des caractéristiques du jeune. Donc, on recommande davantage maintenant là, de pas seulement focuser sur le temps d'écran, mais aussi sur la qualité et l'utilisation visée là, par l'écran. Oui, merci. J'ai rien à rajouter, c'était impeccable. C'est très complet, oui. Puis je trouve ça très intéressant, les nuances apportées, parce que je me disais, il y a comme un temps maximal qui est, disons, proposé, mais c'est certain que ça ouvre à d'autres questions par rapport à est-ce qu'un écran équivaut à un autre. Mais à la lumière de ça, selon vous, est-ce que nos jeunes passent réellement trop de temps sur les écrans? Parce qu'on a beaucoup d'échos des gens qui s'insurgent de ça, mais réalistement, est-ce que les données le prouvent? Est-ce que c'est appuyé? Bien, dans le cadre de l'étude Compass, on a essayé de documenter en fait le temps que les jeunes passent sur différents types d'écrans. On a essayé de voir quelle est la proportion de jeunes qui rencontrent ces recommandations-là là, d'un maximum de 2 ans d'écran récréatif par jour. Et avec les données là, de 2024, en fait, on voit qu'il y a 8% des jeunes qui disent là, qu'ils font moins de 2 heures de temps d'écran récréatif par jour. Donc, ça veut dire qu'il y aurait environ 8% des jeunes qui rencontreraient là,
cette recommandation-là. Puis, on a essayé là, de décortiquer les différents types d'écrans et ce qu'on voit, en fait, c'est que il y a au moins 25% des jeunes là, qui disent faire 2 heures de jeux vidéo, au moins 2 heures de jeux vidéo par jour, au moins 2 heures de télévision par jour et il y a au moins 25% des jeunes qui disent passer là, au moins 3 heures sur les médias sociaux. Donc, et on sait en fait que ces différents types d'écrans-là vont s'accumulent et font en sorte là, que finalement le temps d'écran récréatif total dépasse largement là, les recommandations. Et peut-être que je peux me permettre de rajouter quand on parle je pense que les nuances que Anne-Marie apportait sur le type d'utilisation de temps d'écran, on peut imaginer que certains types d'utilisation qui pourraient peut-être être plus dommageables que d'autres. D'être sur les réseaux sociaux puis de communiquer avec les amis, on sait que les liens avec les autres amis, c'est quelque chose de très important. On ne veut pas nécessairement enlever ça des jeunes. Au contraire, on veut qu'il y ait des relations avec d'autres jeunes. Et il faut donc être capable de mesurer qu'est-ce qui est trop, surtout en fonction des différents types d'écrans. Oui, effectivement. Puis ça me renvoie beaucoup au fait que c'est tellement un couteau à double tranchant parce que c'est vraiment un facteur de protection, le côté social pour les jeunes, mais ça vient aujourd'hui avec cette espèce de filtre-là qui est numérique. Donc, ouais. Est-ce que je pourrais voir avec vous, est-ce que vous considérez comme des effets, les effets actuels du temps d'écran chez nos jeunes? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'ils ont comme portée chez nos jeunes? Oui. Mais quand on regarde dans la littérature scientifique, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a des associations là, entre, par exemple, le temps d'écran et le sommeil, le temps d'écran et la santé mentale, la santé physique. À l'intérieur là, de l'étude Compass, on a commencé par regarder en fait quelle est l'association entre les différents types d'écrans et l'heure de coucher. Parce qu'on sait que les écrans dégage la lumière bleue, que cette lumière bleue-là, en fait, va diminuer la production de la mélatonine. Ça vient influencer là, le cirque circadien des jeunes et donc ça peut réveiller les jeunes. Il y a aussi le fait que souvent sur les écrans, il va y avoir un contenu qui est très stimulant, qui est très engageant, parfois même choquant. Et donc, cette stimulation-là, cette excitation-là peut influencer l'heure de coucher chez les jeunes. Donc, on a regardé l'association entre les différents types d'écrans et ce qu'on voit, c'est que, en fait, tous les types d'écrans sont associés à une heure de coucher plus tardive. Donc, par exemple, pour les médias sociaux et les jeux vidéo, il y a en fait une heure qui est chez les gros utilisateurs, là, ils vont se coucher environ 45 minutes plus tard en moyenne par nuit que les faibles utilisateurs de ces types d'écrans-là. Et on a vu aussi là, avec les analyses qu'on a faites que c'est surtout les jeunes qui sont affectés. Donc, les plus jeunes, en fait, ont une différence plus marquée en lien avec l'heure de coucher lorsqu'ils sont des grands utilisateurs d'écran versus lorsqu'ils sont des plus petits utilisateurs d'écran. Et c'est probablement dû au fait que les plus jeunes, normalement, doivent se coucher plus tôt. Donc, s'ils passent plus de temps sur les écrans, bien, ça vient forcément empiéter sur leur heure de coucher parce qu'ils n'ont pas de grande marge de manœuvre là, dans leur horaire. Donc, ça, c'est une analyse qu'on a faite. On a aussi regardé l'association entre les différents types d'écrans et l'épanouissement parce qu'antérieurement, il y avait beaucoup d'études qui avaient regardé l'association avec l'anxiété. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont regardé cette association-là, mais nous, on a voulu pousser la question un peu plus loin puis regarder un indicateur de santé mentale positif. Donc, on s'est intéressé à l'épanouissement. Donc, c'est quoi l'épanouissement? En fait, c'est de sentir qu'on a une bonne vie, une vie qui a du sens, qu'on a des relations gratifiantes avec notre famille, avec nos amis, se sentir apte à réaliser les activités qu'on souhaite mener. Et ce qu'on a vu,
vu là, avec nos analyses, c'est que en fait, tous les types d'écrans sont associés avec un niveau d'épanouissement plus bas au-delà d'un certain seuil. OK? Donc, par exemple, pour les médias sociaux, pour la télévision, là, à partir là, d'un seuil de 2 heures de temps d'écran par jour, là, on voit qu'il y a une diminution du niveau d'épanouissement. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les jeux vidéo, à partir des premières minutes de jeux vidéo, on voit là, qu'il y a une diminution de l'épanouissement. Donc, à partir dès qu'on passe plus de 15 minutes, là, puis on le voit, là, c'est graduel, c'est une diminution graduelle de l'épanouissement. Ensuite, on a regardé là, aussi, par exemple, l'association entre les différents temps d'écran et l'activité physique. Et ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui font moins là, d'une heure en moyenne d'activité physique par jour ont un temps d'écran qui est vraiment plus élevé, d'environ 36 minutes comparativement à ceux qui font au moins 60 minutes d'activité physique en moyenne par jour. Et Estelle, tu vas trouver ça intéressant de par ta formation de professeur, mais on voit qu'il y a une association entre le temps d'écran et la performance scolaire. Donc, plus le temps d'écran augmente, plus la probabilité d'avoir un échec en mathématiques ou en français augmente. Puis on le voit très bien là, dans les courbes, là, c'est très, très progressif. Et donc, c'est sûr que, bon, on peut pas dire qu'il y a une causalité parce qu'il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent venir jouer, comme par exemple l'implication parentale, le soutien social, et ainsi de suite. Donc, on peut pas affirmer qu'il y a une causalité, mais ça reste que ce sont des marqueurs de risque. Merci, c'est complètement fascinant. J'ai l'impression qu'il y a 1000 portes qui s'ouvrent pour moi en ce moment. J'aurais tellement de sous-questions avec ça. Mais je veux pas empiéter sur Lise, peut-être des choses à rebondir. C'est vraiment un topo extrêmement intéressant et qui est informateur là, que nous fait Anne-Marie sur ce qui a été observé. Et ça a été observé chez des jeunes Québécois là, qui sont là actuellement. La difficulté, c'est que c'est arrivé tellement rapidement, tous ces outils-là et tous ces écrans, et l'encadrement est très, très, très variable d'une école à l'autre, d'une part, mais aussi de parents d'autre part. C'est qu'il y en a qui en font beaucoup d'encadrement, donc qui en font un petit peu moins. Et dans les faits, c'est qu'on se doute que peut-être que les jeunes qui consomment plus ou passent plus de temps avec les écrans, ce sont des jeunes qui ont peut-être des particularités qui sont différentes de celles et ceux que ça les intéresse un petit peu moins. Donc, il faut faire attention. Il faudra penser à des études où on va tenter d'exposer des jeunes à des interventions ou des programmes où on va en faire un encadrement particulier de l'utilisation du temps d'écran pour observer plus tard les effets, et d'autres où on dit, bon, ben on va laisser aller les choses telles qu'elles se présentent et telles qu'elles se font pour être capable de mieux cerner un effet des liens de cause à effet. Donc, je pense que on a des bonnes raisons de croire qu'il y a peut-être des dommages, mais il y a peut-être des bienfaits aussi. Mais il faut être capable de dépatouiller de quelle façon ça se produit ou de quelle façon ça se produit pas. Et est-ce qu'on a des jeunes qui sont plus à risque puis d'autres qui sont moins à risque? Et certainement que les jeunes qui sont plus à risque, on voudra les protéger. Oui, c'est ça. Puis moi, ça m'amène à avoir une espèce d'effet... un effet de cascade parce que il y a certainement peut-être un plus grand risque d'anxiété, justement de diminution de la performance scolaire quand on manque de sommeil, mais le manque de sommeil peut-être est venu d'une exposition à un écran qui était démesuré. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un effet de cascade, là. C'est une métaphore qui me convient quand je vous entends, là. Et Anne-Marie t'a parlé de, voyons, je pense que c'est l'hormone qui était sécrétée, là, quand on regardait l'écran. La dopamine, merci, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur vraiment concrètement dans le cerveau, qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui arrive quand on est exposé à un temps d'écran qui est peut-être supérieur à ce qu'il faut, ou simplement quand on observe un écran, là? Oui. Bien, en fait, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on est exposé aux écrans, notre cerveau sécrète un neurotransmetteur et une hormone qui s'appelle la dopamine. C'est ce que certaines personnes vont appeler, par exemple, l'hormone de bonheur ou l'hormone de plaisir. C'est en fait une hormone qui va nous amener à vouloir
continuer un comportement qui nous apporte du plaisir. Par exemple, si on mange une bonne pizza, bien là, notre cerveau va sécréter de la dopamine et c'est pour nous encourager à continuer plus tard à se nourrir puis à faire des activités comme ça qui sont nécessaires pour notre survie. Ce qui arrive avec les écrans, en fait, c'est que lorsqu'on est exposé aux écrans, il y a vraiment une forte production de dopamine comparativement là, aux autres activités de la vie quotidienne. Et donc, c'est ce neurotransmetteur-là qui est produit. Et lorsqu'on arrête les écrans, lorsqu'on arrête de s'exposer aux écrans, eh bien là, la dopamine chute, diminue en fait. Et donc, ça fait en sorte que la personne va vivre de l'irritabilité, de l'agressivité, de la colère, donc un moins de plaisir par la suite. Donc, ça, je pense que c'est intéressant de savoir ça lorsqu'on veut, par exemple, planifier de faire des devoirs avec nos enfants ou lorsqu'on introduit des cellulaires à l'école. Il faut penser aussi à qu'est-ce qu'après le retrait des écrans cause comme mécanisme dans le cerveau, puis quelle humeur est-ce que dans quelle humeur est-ce que le jeune va être lorsqu'on retire cet écran-là, cette stimulation-là. Et un phénomène qui est intéressant, en fait, c'est que lorsque la dopamine est sécrétée, en fait, on s'habitue à ce niveau de dopamine-là et ça fait en sorte que les autres activités de la vie ont l'air moins, en fait, nous procurent moins de plaisir. Quand on dit, là, les gens souvent vont dire que en ce moment, là, ils trouvent que tout est plate, les choses sont pas intéressantes, ben c'est sûr que le fait qu'on est toujours exposé à des hauts niveaux de dopamine élevés comme ça, avec peu d'efforts, ça fait en sorte là, que les autres activités qui nécessitent beaucoup d'efforts pour être capable de sécréter de la dopamine, en fait, ces activités-là semblent moins intéressantes. Effectivement. Puis juste avant peut-être d'aller vers toi, Lise, ça me fait penser dans le cadre de ma profession, de plus en plus, j'entends autour de moi que les enseignants sont craintifs et craintifs de voir que peut-être ils vont devoir s'animer davantage, comment se rendre intéressant devant des jeunes qui ont autant d'offres, autant de stimuli, autant de diversité à portée de main. Donc, on vient à se questionner sur comment on peut générer de l'intérêt chez ces jeunes-là envers nous, personnes humaines. Ben, en fait, ça fait partie des difficultés de départir qu'est-ce qui est associé avec les écrans puis qu'est-ce qui est associé avec d'autres activités. Donc, si on pense, par exemple, aux gens qui sont sur des jeux vidéo, est-ce qu'ils les font seuls ou est-ce qu'ils les font avec d'autres choses? Et le plaisir qui en est retiré, est-ce que quelle portion est due à la présence de d'autres personnes puis des interactions sociales qui sont intéressantes ou inversement des interactions sociales qui sont moins favorables ou qui sont stimulées par toutes sortes d'autres motifs. Et ici encore, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur les facteurs sociaux qui vont susciter des effets positifs, des facteurs sociaux qui vont susciter des effets négatifs et comment tout ça interagit avec les facteurs qui sont d'origine biologique. Donc, on a beaucoup de travail devant nous autres pour les prochaines années. J'avais une petite question. Excuse-moi, Estelle, j'avais juste une petite question pour peut-être suivre la même tangente que Lise avait mentionnée sur la sécrétion de dopamine. Je me demandais s'il y a des études, en fait, ou si on voit que cette sécrétion-là ou l'ampleur de cette sécrétion de dopamine-là va dépend, en fait, du type de contenu que la personne consomme ou même des types d'écran, en fait, ou si on ne sait pas encore. Je vais te laisser aller, Anne-Marie. Tu connais cette littérature-là mieux que moi. C'est ça, mais c'est une très bonne question. Puis oui, effectivement, en fait, les différents types d'écrans vont sécréter différents niveaux de dopamine. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que les compagnies qui développent les écrans sont très à l'affût de qu'est-ce qui va sécréter plus de dopamine. Et donc, ils utilisent, en fait, ce qu'on appelle des designs persuasifs pour être capable de manipuler notre cerveau un peu et puis pour
en fait, maintenir notre attention, susciter notre intérêt. Donc, il y a vraiment des experts, des professionnels qui travaillent pour les compagnies, qui développent les plateformes, les médias sociaux, les jeux vidéo, ainsi de suite, pour être capable de contrôler ça. En fait, nous, les utilisateurs sont pas conscients de ça. En fait, ils pensent qu'ils sont excités, il y a de l'anticipation, ils pensent que c'est parce qu'ils aiment ça, mais on n'est pas conscient, je trouve, en tant que société, du fait, en fait, que tout ça, ça a été organisé en amont et que ça cible souvent des jeunes, des jeunes et puis même des adultes. Donc, tout le monde est exposé à ça, mais sans nécessairement le savoir, là. Merci. Je me demandais, tu sais, parce que dans le cadre de mes études, évidemment, on a été un petit peu dans la neuropsy, mais vraiment en frôlant, évidemment. Puis, est-ce que, tu sais, je sais très bien que le cerveau se développe chez les jeunes jusqu'à la mi-vingtaine. Donc, est-ce que j'ai une petite idée, mais j'imagine, est-ce que c'est plus risqué de les exposer aux écrans en deçà de cet âge-là? Est-ce qu'il y a une grande différence marquée avec le cerveau adulte? J'aimerais vous entendre là-dessus, vraiment. Oui. Bien, en fait, souvent, on va entendre les adultes dire on devrait apprendre aux jeunes à gérer les réseaux sociaux, à gérer les plateformes, à s'autocontrôler. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le développement du cerveau des adolescents n'est pas terminé. Donc, le cerveau se développe et ça fait en sorte qu'ils contrôlent moins leurs impulsions, contrôlent moins leurs émotions et ils ont plus de difficultés là, à planifier comparativement aux adultes qui ont des cerveaux beaucoup plus développés. Et c'est particulièrement là, la partie du cortex préfrontal qui est en développement durant là, l'âge de l'adolescence. Et c'est cette partie-là, en fait, du cerveau qui va, en fait, aide les humains à gérer leurs impulsions, gérer leurs émotions. Donc, on peut pas s'attendre à ce que les adolescents contrôlent leur comportement de la même façon que les adultes. Donc, il y a ça comme élément de réponse, mais aussi il y a le fait que les jeunes, en fait, leur cerveau est en train de se développer, sont en train, en fait, donc, c'est des années qui sont vraiment bénéfiques pour développer des nouvelles compétences, acquérir des nouvelles compétences. Donc, si un jeune passe beaucoup de temps sur les écrans, bien, ça fait en sorte qu'il n'est pas en train d'avoir des interactions sociales face à face avec d'autres, de se développer des loisirs, de lire des livres, ainsi de suite. Et donc, le temps qui est investi dans les écrans, c'est du temps qui n'est pas investi dans le développement du cerveau pour d'autres choses. Donc, il y a cet élément-là aussi. Et il y a un autre élément de réponse aussi par rapport à pourquoi c'est important de protéger les adolescents, c'est que, en fait, lorsqu'ils sont exposés beaucoup aux écrans, ils sont habitués, en fait, à une gratification instantanée. Donc, les écrans, en fait, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Hein? On s'assoit dans notre divan, puis on va sur les médias sociaux. Donc, ça nous habitue d'avoir des sécrétions de dopamine avec très peu d'efforts. Évidemment, le cerveau, lui, aime ça mais ça fait en sorte par la suite que les jeunes sont moins, puis tout le monde, en fait, on est moins après porté à avoir des activités ou des loisirs qui vont demander beaucoup plus d'efforts pour sécréter la même quantité de dopamine. Et donc, ça fait en sorte que les jeunes vont être moins aptes, par exemple, à entamer des projets à long terme, des projets à s'investir dans des loisirs qui requièrent beaucoup plus d'efforts. Effectivement, je le remarque aussi. Lise, est-ce que tu as quelque oui, chose? en fait, je voulais juste ajouter, on s'intéresse à juste titre beaucoup à l'impact des écrans et de leur utilisation chez les jeunes, mais on connaît encore pas très bien les effets que ça peut avoir au niveau des adultes et on peut imaginer que les effets sur certains plans pourraient être moins importants. Sur d'autres effets, sur d'autres éléments, ça pourrait être plus important, mais c'est surtout que ça peut être différent chez des adultes, justement pour tous les éléments qu'Anne-Marie a mentionnés. C'est que le cerveau n'est plus en développement,
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des effets qui sont différents et qui seraient peut-être uniques à l'âge adulte aussi qui se produiraient, ou peut-être même en fonction du vieillissement des individus. Et ça demeure quand même quelque chose d'important à saisir et à comprendre pour comprendre l'étendue des impacts possibles. Oui, vraiment. Justement, à partir de quel moment on pourrait dire qu'il y a une dépendance aux écrans? Parce que je trouve que c'est un mot un peu galvaudé, donc j'ai l'impression qu'il est utilisé là, à vraiment à toutes les sauces. Puis comment on quantifie ça, la dépendance aux écrans? Parce que j'imagine que les écrans peuvent rendre dépendants. Bien, Ben, actuellement, vas-y. j'allais dire, en fait, actuellement, il y a une échelle qui est utilisée qui s'appelle l'utilisation compulsive d'Internet, mais ce n'est pas utilisé là, en médecine étant utilisé pour poser un diagnostic, mais c'est quand même une échelle qui va permettre d'identifier des groupes qui sont peut-être plus à risque. Il y a les écrans, en fait, donc l'utilisation compulsive d'Internet n'est pas considérée comme étant une pathologie en soi, mais il y a des échelles qui existent. Donc, par exemple, à l'intérieur de l'étude Compass, on utilise en fait l'échelle d'utilisation compulsive d'Internet. Donc, on va demander aux jeunes, par exemple, à quel point est-ce qu'ils ont du mal à s'arrêter lorsqu'ils vont sur Internet, à quel point est-ce qu'ils manquent de sommeil à cause d'Internet, à quel point est-ce qu'ils négligent des activités à cause d'Internet, comme par exemple, est-ce qu'ils préfèrent être sur Internet ou être avec leurs amis, avec leurs proches. Et il y a une question aussi là, qui porte sur est-ce que ta famille et tes amis te disent que tu passes trop de temps sur Internet. Donc, c'est beaucoup aussi par rapport à la perception des autres. Est-ce que les gens te disent que tu as un problème avec ça? Ce qu'on voit là, quand on regarde les données, par exemple, à l'intérieur de l'étude Compass, c'est que, en fait, 52% des jeunes qui disent qu'ils ont du mal à s'arrêter lorsqu'ils vont sur Internet et 36% des jeunes là, qui disent qu'ils manquent de sommeil à cause d'Internet. Je dis pas que toutes ces personnes-là sont accros ou qui ont une dépendance, mais ça montre quand même que les jeunes ressentent qu'ils ont de la difficulté par rapport à ça et faut être capable, évidemment, de les appuyer puis de leur fournir les ressources nécessaires en termes de santé mentale lorsque les gens ont vraiment des dépendances plus marquées. Il y a l'Organisation mondiale de la santé qui reconnaît maintenant le trouble du jeu vidéo comme étant une pathologie. Donc, ça se caractérise, par exemple, avec une perte de contrôle, une priorité croissante qui est accordée aux jeux vidéo au détriment là, des autres intérêts, des autres activités. Donc, il faut qu'il y ait, par exemple, des conséquences pour le bon fonctionnement de la personne, là, donc des conséquences dans sa vie qui fait en sorte que ça affecte son fonctionnement. Donc, à l'intérieur de l'étude Compass, on a demandé aux jeunes, en fait, combien est-ce qu'ils sentent qu'ils sont accros aux jeux vidéo. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a 27% des jeunes qui disent qu'ils sont accros aux jeux vidéo et 21% des jeunes qui disent, en fait, qu'ils ne réussissent pas à contrôler leur temps de jeux vidéo. Bon, évidemment, ça, c'est une perception, donc c'est comme ça qu'ils se perçoivent. Ça ne veut pas dire là, qu'ils ont tous qu'ils auraient tous nécessairement un diagnostic là, de troubles de jeux vidéo, mais il reste que ça montre là, qu'on a vraiment des enjeux importants dans notre société quand les jeunes disent qu'ils ont du mal à s'arrêter puis qu'ils eux-mêmes se sentent dépendants. C'est exactement ça que j'allais dire. Je trouve ça très triste de réaliser qu'ils en sont conscients. Donc, il y a comme une métacognition par rapport à ça parce qu'ils en sont conscients, mais on dirait qu'ils sont un peu perdus puis esselés là-dedans. Ouais, c'est assez... puis ça me renvoie vraiment beaucoup à, dans le fond, les critères d'une dépendance à une autre substance, n'importe quelle autre substance. Ça me fait vraiment beaucoup penser à ça, tu sais. Donc, c'est quand même assez fascinant. Ouais. Je peux peut-être juste ajouter sur ce point-là, c'est que compte tenu de la nouveauté de tous ces types d'utilisation, il y a des organisations comme l'OMS qui ont parlé de dépendance, alors que d'autres organisations comme l'APA, American Psychiatric Association, qui dit que c'est encore à l'étude et on n'est pas prêt à identifier les critères pour poser un diagnostic, justement parce que on veut pas apposer un diagnostic sans avoir vraiment la certitude que, c'est un diagnostic qui est unique.
plutôt que de savoir est-ce que dans les faits, ces comportements-là sont dus à d'autres problèmes sous-jacents, que ce soit des problèmes d'anxiété ou de dépression qui se manifestent de cette façon-là et qui peut-être dans un autre contexte se seraient manifestés d'une façon complètement différente, mais que ça suggère une problématique qui est sous-jacente. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'assurer de continuer à colliger des données pour mieux comprendre quelles sont les causes des comportements qui sont observés, parce que ce qui est certain, c'est qu'on les observe, ces comportements-là, mais la source ou la cause est peut-être plus difficilement connue, et tant qu'on ne saura pas, on ne pourra pas nécessairement le comprendre, ni surtout être capable d'agir pour le changer. Ouais. Puis justement, par rapport aux jeux vidéo, c'est quelque chose de tellement omniprésent, c'est partout, ça semble s'infiltrer là, vraiment dans toutes les maisonnées et même dans d'autres dans d'autres lieux. Est-ce qu'il y en a qui sont mieux? Est-ce qu'il y en a qui sont pires? Est-ce qu'il y a comme un spectre par rapport aux jeux vidéo? Oui, effectivement, oui. Puis il y a même un livre qui a été publié par Maude Bonenfant, qui est une professeure à l'UQAM, où elle va décrire en fait les différents jeux vidéo. Donc, c'est un livre là, qui est disponible. Mais il y a mais il y a des phénomènes, même dans les jeux là, qui semblent là, les plus simples, des Hello Kitty ou des petits jeux pour enfants. Même à l'intérieur de ça, il y a des mécanismes qui sont insérés et qui peuvent être nocifs pour le développement des enfants. Donc, il y a ce qu'on appelle de nos jours, ça s'appelle en fait des loot box en anglais. En français, on peut appeler ça des boîtes à butin ou en fait, c'est des items que les jeunes peuvent acheter. Donc, à travers des microtransactions. Donc, dans les jeux vidéo maintenant, les jeunes peuvent acheter différents items, par exemple de l'équipement ou des vêtements pour leurs personnages à l'intérieur des jeux vidéo. Et il y a en fait le phénomène de loot box qui s'est maintenant inséré là, dans plusieurs jeux vidéo qui sont très, très courants. Et ce sont en fait des lots qui sont aléatoires. Donc, le jeune est invité à payer pour avoir ce lot-là, mais le lot est aléatoire, donc le jeune ne connaît pas son contenu là, à l'avance et il sait pas, donc il paye, mais il sait pas ce qu'il va obtenir. Et en fait, ça, tous ces mécanismes-là sont basés sur les mêmes processus psychologiques que les jeux de hasard et d'argent. Donc, c'est les mêmes mécanismes. Hein, quand on va, par exemple, à la loterie, on met un 25 sous dans la machine et c'est plus, on paye, mais on ne sait pas ce qu'on va obtenir en retour et ça va être aléatoire. Donc, des fois, comme par exemple dans les loot box, des fois, c'est des petites récompenses et des fois, c'est des grosses récompenses. Donc, ça joue aussi sur notre niveau de dopamine et pour nous garder, pour excités, puis on anticipe ça, c'est excitant pour un jeune, mais en réalité, c'est basé sur les mêmes mécanismes des jeux d'argent et d'hasard. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est interdit, ça, au Québec, les jeux d'argent et de hasard pour les jeunes. Donc, il y a en fait ces mécanismes-là qui sont insérés dans les jeux vidéo qui en fait, sont vraiment très préoccupants et qui soulèvent des très gros enjeux éthiques et légaux. Là. Donc, il y a certains pays qui, par exemple, comme la Belgique, qui essayent là, de légiférer sur ça. On va voir au Québec comment on évolue là, à l'intérieur des prochaines années, mais les données là, de Compass montrent qu'il y a environ 1 jeune sur 10 qui affirme avoir acheté des loot box au courant des 30 derniers jours. Donc, ce sont des comportements qui sont fréquents, là, qui sont vraiment omniprésents dans les jeux vidéo. Ouais, j'ai l'impression que les concepteurs ou conceptrices de jeux vidéo devraient s'associer aux chercheurs et chercheuses, dans le sens où il y en aura toujours, mais ça devrait être pensé parce que c'est vraiment sournois, là. Ouais. On n'en a pas long à dire là-dessus, ça n'a juste pas de bon sens. Faut pas qu'on expose nos jeunes à ces choses-là. Puis il y a tout un pan, on dirait, qui est là, que j'aurais envie d'exploiter, c'est-à-dire, il y a aussi tous les stéréotypes qui sont nourris au travers de jeux vidéo. Je trouve que ça, c'est un sujet en soi, là. Mais je me dis, les jeunes sont tellement comme vautrés à ces jeux vidéo-là, qui ont comme une confiance probablement naturelle. Et ça vient
peut-être forger des stéréotypes sociaux. Bref, en tout cas, Ouais, ça, je trouve ça aussi très risqué. ouais. Mais bon, le temps Mais il y a file, beaucoup c'est ça. il y a beaucoup d'experts qui vont parler aussi, par exemple, du niveau de violence dans les jeux vidéo, les commentaires sexistes, les commentaires racistes, homophobes, ainsi de suite. Il y a tout le phénomène aussi de raging. Donc, lorsque les jeunes vont, par exemple, jouer aux jeux vidéo, vivre une défaite, en fait, ils peuvent vivre là, vraiment des très, très grosses frustrations. Donc, il y a plusieurs comportements comme ça qui restent très, très peu étudiés là, à ce jour. Oui, effectivement, c'est ça. C'est observable, là, peut-être par les individus, mais c'est Ouais. difficile d'aller capter, j'imagine, tout ça. Sinon, en termes de stratégie pratico-pratique, où est-ce qu'on en est pour offrir justement à nos jeunes des outils concrets? Bien, il y a l'organisme Pose ton écran, puis il y a plusieurs experts là, maintenant avec la stratégie nationale sur l'utilisation des écrans, donc plusieurs experts qui se penchent actuellement sur la question. Plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place, par exemple, c'est possible de limiter le temps d'écran, par exemple, à 2 heures maximum de temps d'écran récréatif par jour. C'est possible, par exemple, à la maison, là, d'avoir des zones où on met pas d'écran, par exemple, la chambre à coucher. C'est reconnu là, que d'avoir des écrans dans sa chambre à coucher, ça va beaucoup jouer sur l'heure de coucher, sur le sommeil. Donc, d'avoir des zones à la maison où il n'y a pas d'écran ou des moments spécifiques où il n'y a pas d'écran, par exemple en semaine, pas de télévision, pas de jeux vidéo. C'est possible aussi de mettre en place des contrôles parentaux. Donc, que les parents mettent des limites. Il y a aussi des applications maintenant qui peuvent être utilisées pour suivre notre temps d'écran. Donc, par exemple, il y a des applications qu'on peut mettre sur les téléphones qui vont nous dire exactement on est rendu où dans notre temps d'écran. Donc, les jeunes, souvent, c'est surprenant, mais les jeunes ne savent même pas que leurs téléphones peuvent faire ça. Même les adultes, il y a très peu de gens qui utilisent ça. Pourtant, déjà, d'être conscient de son temps d'écran, déjà, ça peut nous aider à se rendre compte qu'il y a un problème. Il y a des applications aussi, par exemple, qui vont, dès qu'on peut, par exemple, prédéterminer qu'on peut utiliser une application pour un certain nombre de temps, puis après que le temps est écoulé, bien, l'application, en fait, se ferme. Donc, personnellement, j'utilise ça. Après un certain nombre de temps, je suis capable de dire qu'après 20 minutes sur telle application, ça se ferme. Comme ça, au moins, ça vient me forcer à me déconnecter. Par exemple, des défilements infinis sur certains réseaux sociaux. Donc là, ça ferme, puis ça nous permet de déconnecter, puis de reprendre possession de ce qu'on a réellement envie de faire à ce moment-là. Oui. Donc, il y a plusieurs stratégies comme ça. Donc, de se définir des objectifs personnels, puis de mettre en place un horaire pour l'utilisation des écrans. Puis, il y a aussi toute l'idée de contrôler le contenu. Donc, oui, on peut contrôler le temps des écrans, mais on peut aussi contrôler le contenu. Donc, choisir du contenu qu'on pense qui est positif et essayer là, de limiter l'exposition à du contenu qu'on sait que ça ne nous fait pas du bien. Là. Ça aussi, c'est possible. Ou du contenu qui est en soi... ou pardon. Non, vas-y, Estelle. Vas-y. Je pense, tu sais, notamment, je pense à YouTube où c'est tellement tentaculaire. J'ai tellement l'impression qu'on peut aller à un endroit puis à un autre en une microseconde. Puis ça, c'est le genre de truc qui, moi, me fait peur. Donc, je me dis aussi de comme légiférer peut-être en tant que éducateur ou parent sur qu'est-ce qu'on offre. Parce que il peut y avoir des sites qui sont bien, je dirais fermés parce qu'on peut pas comme émerger vers ailleurs. Mais YouTube, selon moi, c'est tellement décloisonné que ça peut vraiment être une pente glissante. Là. Donc, c'est pour ça que ça me faisait penser à ce que tu disais. Là. Oui, très bon point, effectivement. Je peux peut-être juste ajouter un élément qui est peut-être intéressant et utile quand on est face à un problème qui porte sur les habitudes de vie. La première réaction, c'est de dire, bon, il faut éduquer les gens. Il faut les informer des effets négatifs, puis il faut les encourager à se prendre en main, et ainsi de suite. Et il n'y a pas personne qui a un doute sur le fait que ça va avoir un impact qui est positif, ou minimalement, c'est que c'est un prérequis qui est probablement nécessaire, mais non suffisant pour passer à l'action. Et je pense que parmi toutes les stratégies qui sont mentionnées par Anne-Marie,
le fait de faire des changements dans des milieux de vie puis dans les environnements dans lesquels on est en train d'interagir, c'est probablement une stratégie qui est extrêmement porteuse parce que la tentation est toujours omniprésente. Et peut-être qu'on peut se poser la question parmi toutes les personnes qui ont pris des résolutions le premier de l'an, on est rendu à la mi-février, on pourrait se poser la question à savoir quelle proportion ont encore respecté ces choses-là. Donc, c'est pas juste un problème chez les jeunes. La question de l'autogestion, c'est un problème, c'est un défi aussi pour les adultes. Et puis, ce qu'on commence à découvrir, c'est que les changements qui se font au niveau de l'environnement, dans la mesure que ça rend le choix le plus sain, le plus facile, à ce moment-là, on va pouvoir faire des avancées. Mais cette façon de créer les environnements qui sont les plus favorables pour les jeunes en ce qui a trait au temps d'écran, on n'a pas encore la recette ou les paramètres pour le mettre en ordre. Puis, en fait, ce qu'il faut aussi penser, c'est qu'il y a toute une littérature qui nous parle des méfaits de l'interdiction rigide. Et tu sais, dans les faits, c'est qu'il peut y avoir une espèce de contre-effet par la suite. Donc, on a beaucoup à apprendre sur les façons de faire. Certainement qu'il faut informer et éduquer, mais il faut peut-être réfléchir à la façon dont on veut construire les milieux de vie dans lesquels nos jeunes évoluent et dans lesquels nous, on évolue avec nos jeunes pour s'assurer qu'on a les retombées qu'on veut avoir pour l'utilisation du temps d'écran et pour la santé des jeunes. Oui, merci, vraiment. Justement, par rapport à ça, le futur, ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se trame, c'est quoi, qu'est-ce qui est à l'horizon en lien avec les écrans chez les jeunes? Qu'est-ce que vous pouvez prédire selon vos expertises? Moi, je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre. C'est une opportunité pour apprendre parce que peut-être qu'il y a des bénéfices que nos jeunes, on veut toujours que la génération qui arrive, qu'elle s'améliore, qu'elle fasse les choses mieux que la génération qui est plus âgée. Donc, moi, ce que je peux espérer, c'est qu'on va continuer à faire des études pour comprendre les bienfaits et les choses qui sont néfastes pour nos jeunes et pour nos adultes en ce qui a trait à l'utilisation des écrans d'une part, mais des différents types d'utilisation des écrans, mais aussi de l'intelligence artificielle plus largement, parce que je pense que en faisant des études, en colligeant des données, et Anne-Marie nous a présenté plusieurs données extrêmement intéressantes qui portent à réfléchir puis qui nous mobilisent vers l'action. Alors, si mon souhait le plus profond, c'est qu'on continue à étudier le qui, le quoi, le quand, le comment, le pourquoi, et qu'on puisse collectivement décider quelles sont les meilleures approches. Anne-Marie, je te laisse le mot de la fin. Ben, je suis 100% d'accord avec ce que Lise a mentionné. Donc, effectivement, il faut être capable de mieux documenter en fait les stratégies qui sont efficaces pour aider les jeunes à avoir une utilisation équilibrée et consciente des écrans. Donc, on a encore très peu là, d'études qui évaluent l'efficacité des interventions, leur mise en œuvre, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne dans certains contextes pour certains groupes de jeunes qui sont peut-être plus vulnérables aux écrans. Mais je pense aussi qu'on doit réfléchir en tant que société à la place qu'on a décidé de laisser aux écrans. Donc, les écrans se sont infiltrés très, très rapidement à l'intérieur de toutes les sphères de nos vies, autant personnel que professionnel, dans le divertissement. Et il y a évidemment aussi là, plusieurs designs persuasifs qui ont été insérés à l'intérieur de ça, à notre insu, et qui ont vraiment des répercussions négatives sur les jeunes. Donc, je pense qu'on a le devoir en tant que société de protéger les jeunes envers, en fait, toutes ces mécanismes pervers-là qu'on laisse entrer à l'intérieur de nos maisons, dans nos foyers. Et donc, je pense qu'on doit réfléchir en tant que société à comment on peut mieux promouvoir la santé des jeunes et autant le côté éthique de la question. Donc, quels sont les réels bénéfices de ces écrans? Quels sont les risques? Mieux éduquer les parents aussi. On voit que il y a très peu d'interventions qui visent les ménages, qui visent les parents qui se sentent souvent
très démunis par rapport à l'utilisation des écrans. Estelle, t'en as parlé en début de rencontre. Je vis la même chose à la maison. C'est vraiment un problème là, chez tous les parents de jeunes enfants en ce moment doivent faire face à ce défi-là. Mais il y a très peu de choses qui sont faites en ce moment pour nous appuyer à travers ça et pour qu'on puisse mieux accompagner nos jeunes vers une vie épanouissante. Oui, c'est vraiment, je trouve que c'est très peu équitable parce qu'on est vraiment comme parents, on veut tellement bien faire, on s'insurge beaucoup, mais en même temps, on se fait ensevelir sous ces écrans-là. Donc, il y a vraiment un rapport qui est en déséquilibre beaucoup. Moi aussi, j'ai très hâte à la suite pour ça, voir si on peut optimiser le tout positivement pour tout le monde. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Je pense que c'était une très belle conversation, puis on a plein de pistes là, à suivre dans le futur. Donc, je vais vous remercier encore une fois pour nous avoir donné de votre temps et tout le travail que vous faites dans ce domaine-là. Puis, je vous laisse revenir à votre journée. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode sur l'impact des écrans sur la santé des jeunes. Avec nos invités, nous avons exploré les différentes dimensions de la littérature scientifique en matière de temps des écrans et leur effet sur le sommeil, la santé mentale et la performance scolaire, et comment le cerveau réagit à l'utilisation des écrans. Nous avons également discuté de la vulnérabilité particulière des jeunes face aux écrans et des mécanismes qui peuvent mener à une utilisation compulsive. Finalement, nos invités nous ont aussi partagé des stratégies concrètes pour favoriser une utilisation plus équilibrée des écrans. Avez-vous apprécié cet épisode de Santé sans détour? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à partager vos histoires avec nous. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver pour de nouvelles discussions enrichissantes le mois prochain. Prenez soin de vous. Donc, c'est ce qui m'a fait à notre épisode du mois. On espère que cette discussion-là a permis de répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire et par courriel pour nous faire part de ce qui vous a le plus marqué, pour nous donner votre avis sur le balado ou, si ça vous intéresse, de participer à une discussion. On vous invite aussi à nous envoyer vos questions qui touchent à la recherche sur la santé du cœur, le métabolisme, le diabète ou l'obésité. On va trouver l'expert ou l'experte qui va être en mesure de mieux vous répondre. On se voit le mois prochain pour le prochain épisode de Santé sans détour.